What is up, family? We continue to the final and last La Guerre de Gaulle. Alessia, le piège de Vercingétorix. Yeah, I know, it sounded perfect. I agree. All right, let's go. Let's check it out. Nous sommes à Gergovie, sur le territoire de la tribu des Arvernes, à la fin de l'été -52. Après avoir poursuivi son ennemi Vercingétorix, César engage les Gaulois sous les murs de leur oppidum. Seulement, malgré une supériorité technologique et une meilleure efficacité au corps à corps, les Romains sont surpris par la résistance des guerriers celtes. Le proconsul voudrait battre en retraite, mais la 8e Légion ne comprend pas les ordres et fonce tout droit sur les défenseurs. Dans la confusion, la rébellion remporte ainsi sa première grande victoire. Fort de ce succès, Vercingétorix peut donc appeler les autres peuples à le rejoindre, avec notamment les Édouins en ligne de mire. La tribu est en effet le fournisseur des armées romaines et sa défection serait une catastrophe pour l'occupant. Jusqu'ici, les Édouins voyaient en César un allié de circonstance, mais après les massacres, après les condamnations à mort de chefs gaulois, après les déportations et les mises en esclavage, tout le monde sait que les Romains ne sont pas ici pour protéger la Gaule, mais pour l'occuper et la piller de ses richesses. Allez, the final battle. The final battle. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Oh, this is the first time that he's doing this. Le saviez-vous? Pendant la guerre des Gaules, César a toujours transcrit ses messages confidentiels dans un langage secret. En effet, sa méthode de chiffrement consistait à remplacer chaque lettre de son texte par une autre. Et ce, en respectant une distance de 4 lettres dans l'ordre alphabétique. Ainsi, César remplaçait les A par les D, les B par les E, les C par les F, ce qui rendait l'expression complètement incompréhensible pour un locuteur étranger. Néanmoins, la méthode restait simpliste et il était facile de casser le code en trouvant la valeur de décalage. Mais peu importe, aujourd'hui avec NordVPN, Avec NordVPN. You got me, you got me, you got me, you got me, you got me. All right. Après sa défaite devant les murs de Gergovie, César est contraint de reculer et de quitter le territoire des Arvernes. Dans l'immédiat, sa priorité Okay, technical difficulties taken care of. est de réunir ses forces alors que son armée est divisée en 2 groupes. En effet, quelques semaines plus tôt, il avait envoyé son bras droit combattre les Sénons, les Bellovaques et les autres peuples du Nord ralliés à Vercingétorix. C'était l'occasion pour le Romain Titus Labienus de montrer à son maître qu'il était à la hauteur de l'enjeu. Ainsi, au cours d'une campagne plutôt méconnue, Labienus avait laissé 2 légions sur Agedincum, aujourd'hui Sens, pour garder les bagages de son armée. Il remonta ensuite vers le nord avec 4 légions. Cependant, fidèles à la stratégie du roi rebelle, les Gaulois brûlèrent les campagnes et les villes. Labienus continua quand même jusqu'à Metlosedum, aujourd'hui Melun, traversa la Sequana, aujourd'hui la Seine, puis remonta la rive droite jusqu'à Lutetia, aujourd'hui Paris. Malheureusement pour lui, son ennemi le prit au dépourvu quand il se mit à détruire les ponts sur le fleuve. Ainsi coupés de leur ligne de communication et de ravitaillement, les Romains commencèrent à mourir de faim sans pouvoir appeler à l'aide. Désespéré, Labienus s'en remit à la ruse. Une nuit, alors qu'un orage déchirait le ciel, il demanda à ses vétérans de descendre le fleuve en faisant le maximum de bruit possible. La troupe attira ainsi le gros des forces rebelles, alors qu'au même instant, la cavalerie romaine remontait la Seine, construisait des barques, confectionnait des radeaux, des passerelles et des embarcations improvisées. À la faveur du mauvais temps, les légionnaires purent alors profiter de la diversion pour traverser le cours d'eau sans être remarqués. Dupés, les Gaulois rebelles tentèrent quand même de ralentir la fuite de leur ennemi. Mais malgré leur détermination, la bataille de Lutèce tournait à leur désavantage. Labienus put donc se mettre en route vers Agedincum et faire enfin sa jonction avec César. À ce moment critique de l'histoire, Vercingétorix a donc remporté une bataille, mais n'a pas encore gagné la guerre. Pour ce faire,
il doit rallier l'ensemble des tribus gauloises pour empêcher les Romains de se nourrir et de se déplacer. Heureusement pour le roi, la victoire de Gergovie fait basculer la crise politique éduenne en sa faveur. Nous l'avions dit dans l'épisode précédent, le vieux Convictolitavis s'était appuyé sur le proconsul pour dominer le gouvernement. César étant battu, c'est le parti anti-romain de Cotos et de Litavicos qui s'impose au pouvoir. Ainsi, après Gergovie, le proconsul perd son allié le plus précieux. En effet, si vous vous rappelez bien, les Édouins disposent d'un statut particulier parmi les peuples gaulois. Le Principatus, ou peuple patron en français, est donné à la tribu la plus puissante lors de l'Assemblée des Gaules. Selon Tite-Live, le patron n'est pas le maître, mais il est chargé d'arbitrer les conflits, d'influencer les choix, d'initier des expéditions pour le bien du collectif. Aussi, en leur qualité de tribu dominante, la défection des Édouins entraîne un bouleversement dans le rapport de force. Mis à part les Trévires, les Rèmes et les Lingons, tous les peuples gaulois rompent leur alliance avec Rome. Néanmoins, Vercingétorix ne remporte ici qu'une victoire diplomatique. Pour gagner militairement le conflit, il a besoin d'une armée gigantesque. Le roi Arverne se rend alors à Bibracte, la capitale de la tribu éduenne, et appelle à lui les chefs rebelles. Si l'on ignore exactement ce qu'il s'y est dit par manque de sources historiques, on peut imaginer qu'en sa qualité de généralissime, Vercingétorix y a dévoilé sa stratégie. Pour lui, il faut simplement réitérer l'exploit de Gergovie. C'est-à-dire qu'il faut attirer les Romains devant un oppidum, il faut résister et fixer l'ennemi devant les murs. Enfin, il faut appeler une armée de renfort pour qu'elle attaque César par derrière. À Gergovie, cette armée de renfort était les Édouins. La prochaine fois, cette armée de renfort sera l'armée de tous les peuples gaulois. Quand le roi Arverne appellera à l'aide, tous les chefs de toutes les tribus devront se porter à son secours. De son côté, César voit s'effondrer sa conquête comme un château de cartes. Il est toujours à Agenacum avec son armée, mais devant l'ampleur de la rébellion, il comprend que la situation est imprévisible. Aussi, il annonce à ses soldats une chose que personne n'aurait imaginé entendre il y a quelques semaines. Mais la réalité s'impose aux Romains. Il faut quitter le territoire de toute urgence et rentrer se mettre en sécurité. Vercingétorix a donc gagné son pari, et la guerre des Gaules est perdue. Vers le mois de septembre 52, César veut quitter le territoire gaulois de toute urgence. Problème, pour regagner la province romaine, il doit forcément passer par le territoire des Édouins ou des Séquanes qui sont devenus hostiles à sa présence. Pour sa sécurité, il recrute alors une cavalerie germaine. Ensuite, il demande des vivres et des renforts aux tribus qui lui sont restées fidèles. Ainsi, 6 ans après son entrée en Gaule, César trace le chemin de son retour. Depuis Agenacum, il faut remonter l'Yonne, rejoindre la Saône, puis descendre les rives du Rhône. C'est donc avec du regret et de l'amertume que 60 000 Romains, 20 à 30 000 auxiliaires gaulois et 4 à 5 000 cavaliers germains s'élancent prudemment vers le sud. De l'autre côté, quelle peut être la réaction de Vercingétorix ? Encore une fois, difficile de le dire avec certitude car on manque de sources pour le savoir. Néanmoins, on pense que pour le roi Arverne, il ne faut pas laisser les Romains partir impunément. S'ils regagnent leur province sains et saufs, ils pourraient revenir l'année prochaine, ou l'année d'après. Mieux vaut donc les détruire ici, tant qu'ils sont encore en Gaule, et ainsi plus jamais ils ne reviendront. Cependant, si les Gaulois ont un objectif en commun, difficile d'imaginer qu'ils mettent de côté leurs différends. Pour les tribus qui ont rejoint Vercingétorix au début de la rébellion, comme les Armoricains par exemple, le succès de Gergovie renforce la confiance dans l'action du généralissime. Ils sont dévoués et connaissent la valeur du chef rebelle, mais leur point de vue n'est pas forcément majoritaire. Parmi les tribus récemment ralliées à la conjuration, comme les Édouins, si Vercingétorix anéantit les Romains, les Arvernes pourraient devenir la tribu dominante. Le risque existe que le triomphe contre César soit une occasion pour le roi rebelle de s'emparer du Principatus. Après tout, la gloire des armes est toujours un tremplin pour s'imposer à l'Assemblée des Gaules. Aussi, côté gaulois, les disputes intertribales ont sûrement des répercussions importantes sur la conduite de la guerre. Il est même possible que Vercingétorix n'ait pas été écouté par ses nouveaux alliés qui se méfient de lui. En effet,
Alors qu'il veut fixer l'ennemi devant un oppidum pour mieux le prendre à revers, les Édouins auraient peut-être insisté pour attaquer de manière frontale. Conséquence, quand César est à mi-chemin entre Agedincum et sa province, 3 corps de cavalerie lui tombent dessus sans prévenir. Les Gaulois foncent sa bride abattue dans la colonne romaine, mais manque de chance. Les légionnaires se ressaisissent et les tiennent en respect. Quand les Germains contre-attaquent, les rebelles sont mis en déroute. Après l'échec de l'embuscade, César arrête la colonne de marche. Beaucoup de questions sont soulevées par cet événement qui remet le rapport de force en question. D'un côté, les Gaulois rebelles sont plus nombreux, mais d'un autre côté, ils sont dispersés et Vercingétorix n'a que 80 000 hommes à disposition, soit dans l'immédiat à peu près autant que César. Ouais. Le proconsul sait pertinemment que l'Arverne va recevoir des renforts, mais si les Romains sont assez rapides, ils pourraient détruire l'armée rebelle avant l'arrivée des secours. De plus, et c'est tout l'impact de cette embuscade ratée sur le cours de l'histoire, les Gaulois ont perdu une grande partie de leur cavalerie. César et son bras droit, Titus Labienus, savent que désormais les Gaulois sont vulnérables. Aussi, quand Vercingétorix se replie vers un oppidum qu'on appelle Alésia, les Romains font volte-face et s'élancent à sa poursuite. Plus question de quitter le territoire gaulois. Il faut saisir cette chance pour détruire la rébellion. C'est ainsi qu'à la mi-septembre -52, 80 000 rebelles s'enferment dans une ville perchée à 150 mètres de hauteur. L'oppidum ne faisant que 100 hectares environ, soit 1 km², les hommes s'entassent littéralement les uns sur les autres avec les stocks de vivres et les animaux. Mais l'emplacement est idéal. 2 cours d'eau, l'Auze et l'Auzerin, protègent Alésia par le sud et par le nord. 4 collines, le mont Réa, la montagne de Bussy, le mont Penvel et le mont Flavigny encerclent l'oppidum. Enfin, la plaine de l'Aume, située à l'ouest, permet de déployer un grand nombre de troupes en cas de bataille rangée. Quand il arrive sur place, César est plutôt surpris de voir son ennemi se laisser enfermer de la sorte. Il s'installe sur le mont Flavigny, le plus haut sommet aux alentours, et demande à Labienus de prendre position sur la montagne de Bussy. Les légions sont déployées tout autour, puis commencent à construire des camps, à couper du bois pour planter les pieux, à creuser des ravins pour couper Alésia du reste du monde. Et bizarrement, à la grande surprise de César, les assiégés ne font rien pour ralentir les travaux. Comme si Vercingétorix souhaitait se faire ceinturer par son ennemi. Comme s'il cherchait volontairement à se faire enfermer. En effet, le roi aurait pu disposer son armée autre part que dans l'oppidum. Ça aurait été le choix logique, car la ville est trop petite pour accueillir 80 000 hommes. Mais au moins, Vercingétorix sait que dans ces conditions, les Gaulois n'auront pas d'autre choix que d'être unis et solidaires. Pour des tribus qui ont l'habitude de se disputer et de se faire la guerre, les voilà regroupés ensemble à partager le même sort. Les réserves de vivres sont prévues pour 2 mois. Passé ce délai, tous les guerriers mourront de faim. Autrement dit, les secours ont 2 mois pour arriver et d'ici là, la discipline et la solidarité sont obligatoires. Ainsi, César comprend que ce n'est pas lui qui a surpris les rebelles, c'est son ancien compagnon qui l'a attiré dans un piège. Quand ses travaux sont presque finis, les cavaliers gaulois foncent dans la plaine, percent les défenses et s'enfuient dans toutes les directions. L'objectif, réunir la plus grande armée que la Gaule n'ait jamais connue dans son histoire. Le roi Arverne appelle à l'aide, et tous les chefs gaulois doivent se porter à son secours. Caesar, you got problems, buddy. You got problems. Big problems. Nous sommes en Gaule, à la mi-septembre -52, autour d'un oppidum appelé Alésia. Dans la capitale des Mandubiens, qui sont un peuple vassal des Édouins, 80 000 rebelles s'entassent les uns sur les autres dans l'attente des renforts. D'habitude rivaux, voire antagonistes entre voisins, les Gaulois sont désormais unis par un objectif en commun. Il faut tenir au moins 2 mois avant l'arrivée des renforts, puis détruire l'occupant devant les murs. Cependant, Vercingétorix joue un jeu dangereux car il n'est pas totalement certain de la réaction des autres chefs. En Gaule,
Absolument tout passe par le bon vouloir des familles qui changent d'avis d'un jour à l'autre. Mais cette fois-ci, quand le chef Arverne appelle à l'aide, la majorité veulent se porter au secours du généralissime. Selon César en effet, sur 60 peuples gaulois qu'il a recensés, 42 répondent à l'appel de Vercingétorix. L'armée qui s'apprête à fondre sur lui serait donc forte de 100 à 300 000 hommes. Ce qui pour l'époque est un chiffre absolument fou. 80 000 Gaulois dans l'Oppidum, 80 000 Romains et auxiliaires qui les assiègent. Cela fait 300 000 ou 450 000 hommes This is gonna be crazy. réunis sur un même point géographique. This is gonna be a massacre. À titre de comparaison, il faudra attendre les guerres de Napoléon, presque 2000 ans plus tard, pour voir autant de soldats sur un champ de bataille. Wow. Cependant, si César est pris à son propre jeu, sa riposte est à l'égal de l'ambition de la stratégie adverse. Lorsque les travaux sont terminés et que l'Oppidum est encerclé, il fait construire une deuxième palissade. Appelée circonvallation, elle est pensée pour repousser l'armée de secours alors que le premier rempart, appelé contrevallation, doit maintenir les assiégés prisonniers dans l'Oppidum. Mais mieux qu'une simple palissade, les fortifications romaines sont des ouvrages de défense assez perfectionnés pour l'époque. Les murs sont élevés sur une butte de terre et de bois, celle-ci est prolongée par un fossé en forme de cône inversé, puis un deuxième ravin la complète. Enfin, devant ou derrière les palissades, les Romains placent des scorpions et des onagres pour rendre la tâche impossible aux Gaulois. Mais là encore, César craint que les rebelles soient suffisamment nombreux pour forcer le passage dans la plaine de l'Aume. Aussi, le proconsul fait construire à cet endroit un dispositif supplémentaire. D'abord, un grand fossé de 6 mètres de largeur et 6 mètres de profondeur qui rejoint l'Auze à l'Auzerin. Ensuite, Le boulot pour faire tout ça, le boulot. les palissades sont renforcées par une série d'obstacles et de pièges. Ces pièges sont assez connus pour l'époque, mais leur efficacité n'en est pas moins redoutable. En première rangée, à quelques mètres seulement du rempart, les Romains plantent dans le sol des aiguillons, ou stimuli en latin, qui sont des piquets de fer suffisamment pointus pour transpercer un sabot. En deuxième rangée, César fait creuser des trous avec des pieux, qu'on appelle lilia, et recouvre le tout avec des ronces et des broussailles. Enfin, les trous de loup, ou kipi en latin, sont des crevasses au fond desquelles sont disposés des objets taillés en pointe. Bref, 2 mois après le début des opérations, Now everybody's starving, more or less. et alors que l'armée de secours arrive enfin sur le champ de bataille, 35 km de fortifications ont déjà été construites. Vercingétorix le sait pertinemment, il va devoir briser l'encerclement ou mourir de faim. En effet, les stocks de vivres dans l'Oppidum n'étant prévus que pour 2 mois, les hommes souffrent rapidement des privations les plus sévères. Comprenant l'urgence, l'armée de secours ne perd pas un seul instant et tente un premier assaut dans la plaine. Comme César l'avait prévu, elle est soutenue par Vercingétorix qui veut prendre l'envahisseur en tenaille. Seulement, le plan romain fait des miracles. À l'ouest, les renforts sont incapables de passer les pièges. À l'est, les assiégés ne passent même pas le fossé et sont criblés de flèches par les Romains. Côté circonvallation, la masse de guerriers et de chevaux qui s'élancent sur les pièges crée un gigantesque amas de morts et de blessés. Les ronces qui arrachent la peau, les pieux qui enlèvent une jambe, les piquets de fer cachés dans le sol qui transpercent un pied sans prévenir, tout ça sous le feu des scorpions, tout ça sous le feu des catapultes, tout ça sous le feu des javelots lancés depuis derrière les palissades. En ce jour de septembre -52, le courage, la valeur et la masse des guerriers celtes ont été fracassés par le génie césarien. Pris de panique par une situation qu'il n'avait pas vu venir, Unbelievable. Vercingétorix prend la mesure de la catastrophe. Caesar keeps surprising the shit out of me. Every time I think that's it. He's in trouble now. The guy's amazing. He really is. He's unbelievable. Aussi, quand la cavalerie germaine surgit dans la plaine pour flanquer l'armée de secours, They're gonna get him. les Finally. Gaulois comprennent qu'une offensive par l'ouest est inutile. Okay. Avec les nouveaux renforts, il faut attaquer au nord, sur le mont Rhéa, là où les défenses ennemies apparaissent plus minces. L'Arverne, dont l'Oppidum est frappé par la famine et les maladies qui l'accompagnent, ne perd aucun instant et soutient l'assaut. Ainsi, pour la deuxième fois, tous les hommes encore valides participent à l'offensive. Cette fois-ci, Les Romains envoient du renfort sur le mont Rhéa, Labienus quitte la montagne de Bussy et tente de résister.
Mais devant la masse, devant le poids, devant les effectifs fabuleux de l'armée de secours, tous les efforts de Labinos sont vains et les défenses sont sur le point de céder. Surtout que les Gaulois attaquent encore dans la plaine de l'Aume. Ils attaquent aussi au sud. Oh Ils boy. étirent toujours un peu plus les défenses du proconsul. Okay. César, qui voit la situation s'empirer à grande vitesse, est obligé d'aller soutenir les soldats personnellement. Il est au sud pour distribuer des renforts. Il passe à l'ouest pour rassurer les hommes. Il remonte enfin vers le nord où Labinos est sur le point de rompre. Les Gaulois sont tellement nombreux que malgré les pluies de projectiles, ils parviennent à construire des rampes, à couvrir les fossés, à grimper sur les murs et les tours avec des grappins. Le proconsul, qui n'a plus qu'une moitié de son armée en réserve, sait que son prochain mouvement sera décisif. Gaule romaine ou Gaule indépendante, le destin des Celtes occidentaux va se jouer ici, et maintenant. But now what? And voila, this is it. What is gonna happen? À la fin septembre -52, autour de 35 km de fortifications romaines, les Gaulois sont sur le point de percer le dispositif ennemi. L'armée de renfort attaque la circonvallation. Vercingétorix et ses hommes tiraillés par la faim prennent d'assaut le premier rempart. Pour éviter de céder, César emmène le reste de son armée à l'extérieur des palissades. Il contourne une vallée dans laquelle s'écoule un ruisseau. La cavalerie germaine contourne le mont Réa à l'insu complète des Gaulois. Surprise, l'armée de renfort fait volte-face, mais comme d'habitude au corps à corps, les Romains ne laissent aucune chance aux guerriers celtes. Lorsque les Germains dévalent la pente au triple galop, les Gaulois sont flanqués sur leur gauche et mis en déroute. Après l'échec du Montréal, les Celtes se font massacrer les uns après les autres. De nouveaux renforts sont arrivés, mais la panique s'est emparée des hommes. Les cavaliers germains poursuivent les Gaulois dans la plaine. Les légionnaires abattent les survivants qui se débattent. Quant à Vercingétorix, n'ayant plus d'autre choix, il s'avoue vaincu et dépose les armes. It's incroyable. He did it again. Ainsi, à la fin septembre -52, prend fin la rébellion de Vercingétorix. On pense que 40, 50, voire 60 000 Gaulois sont faits prisonniers après la bataille. Le roi Arverne, quant à lui, est le prisonnier personnel du proconsul. Pourtant, le siège d'Alésia n'est pas la fin de la guerre des Gaules. Les Édouins et les Arvernes sont épargnés par la répression. César s'en sert pour attaquer les autres tribus encore une fois. Durant toute l'année -51, les légions parsèment le pays pour en He has like an endless army. reprendre le contrôle. It never gets low. La bataille d'Uxellodonum, non loin de l'actuelle Auvergne, est considérée comme l'affrontement ultime des Gaulois rebelles. My goodness. Bilan de 8 ans de guerre, 1 million de morts, 1 million dead. 1 million d'esclaves, 1 million enslaved. et un destin bouleversé pour la Gaule. Car en devenant un territoire romain, ses institutions, son économie, sa vie sociale et politique ne seront plus jamais les mêmes. Mais tout cela, nous le verrons dans nos prochaines vidéos sur la romanisation et sur l'évangélisation de la Gaule. Merci à NordVPN d'avoir soutenu. I tell you, Caesar. Mais c'est incroyable. Man, he's the most amazing battle leader. I mean, he was Napoleon, but hundreds and hundreds of years prior. But it's the same, you know, I don't know, his strategy is amazing. Every time at least 3 times I said, this is it, c'est fini. He's going to get destroyed. It's over. He's finally going to lose. This time, really, I don't know how. I think the biggest mistake was we have 2 months of food, so we're just going to hang out in the castle and let them do all of this shit around our castle while we don't do nothing. I think that was the biggest mistake.
I don't know what the point was of doing that. But once again, Caesar looked like it was finished. It was done. It was over. And somehow he wins again. It's unbelievable. And I thought that was all right. So that's the end of La Guerre. And now there's other things I heard, right? We'll see what the Patreon does, but I got a feeling it's gonna we're gonna learn a little more about Rome now. I think. Wow. Bon, okay, 8 out of 8 finished, and not once in 8 videos did Caesar have a problem until now. Until the 8th, he had a problem, but he solved it. It's not a problem. We thought it was a problem. Caesar was like, "It's not a problem. We got this. I'll figure it out." And once again, the guy just blows my mind. Caesar. Man, he was amazing. Maybe that's why Caesar the Great, Well, anyway. Alessia. Incredible. Okay, well, the very good series. And we will move on to the next one now. Even though it's 8 out of 8, I got a feeling there's more coming. Take care. Peace out. À la prochaine.